Alors, bon matin à tous et à toutes. Avec la CAQ de François Legault, on ne perd pas seulement de l'argent, on perd du temps. On le voit, sondage ce matin dans le journal, les Québécois ne croient plus François Legault. Les Québécois ne croient pas François Legault, entre autres en ce qui a trait à Nordvolt, en ce qui a trait au troisième lien. Que vaut la parole de François Legault? Il y a un projet qui est juste à 51 au niveau de confiance des Québécoises et Québécois qui vont le faire, c'est le tramway de Québec. Au Parti libéral du Québec, nous demandons de façon pressante que François Legault donne suite au rapport de CDPQ Infra qui a été déposé il y a maintenant 4 mois, le 11 juin dernier. Et il doit réaliser le projet du tramway. Il en parle beaucoup, il ajoute des étapes. On veut avoir du concret, du tangible. C'est important. Que vaut la parole de François Legault? Là, pour les 2 ans qui lui restent à François Legault, il faudrait qu'il s'axe à livrer quelque chose, notamment pour notre capitale nationale, puis le projet de tramway s'appresse, il est temps qu'il le réalise puis qu'il mette ça sur les rails. Je vais maintenant céder la parole à Montserrat Déragi. Merci, chef. Écoutez, à la lumière de l'enquête du journal Le Devoir aujourd'hui, on demande officiellement au gouvernement caquiste de cesser le financement de cet organisme et de demander à la SAQ de ne plus financer cet organisme. Et c'est avéré avec l'enquête réalisée par l'équipe Le Devoir que ce lobby qui a mis de l'avant, selon des experts de la pseudoscience, n'a plus sa raison de continuer à faire et à propager de la pseudoscience, mais surtout n'a plus le droit. Éducalcool. Désolé, d'Éducalcool. Donc, d'arrêter le financement d'Éducalcool. Merci. Est-ce que vous savez, ils reçoivent combien? C'est 1 à 3 sous par bouteille et c'est aux alentours de 3 millions de dollars. Demander la fin du financement, ça veut dire de sabrer complètement l'organisation? Écoutez, c'est très troublant ce qu'on a vu aujourd'hui. Je tiens juste à vous rappeler que pour moi, docteur en sciences, en santé publique, voir quelqu'un qui déclare qu'il a été utilisé à l'intérieur de cet organisme est très troublant. Au Québec, nous avons 2 associations qui peuvent jouer ce rôle. L'Institut national de santé publique et l'Association de la santé publique. Les 2 organisations sont crédibles avec des vrais comités scientifiques. Quand on regarde Éducalcool, qui lui était contre une mesure pourtant qualifiée par la SAAQ de porteuse, je me pose des questions sur les raisons pour lesquelles pousse cet organisme à faire une telle déclaration. Donc, il y a des liens entre la SAQ et aujourd'hui, je vous annonce qu'on a demandé une reddition de compte à la SAQ et on demande à la SAQ de venir s'expliquer au Parlement comment une société d'État peut aujourd'hui tolérer que l'argent des contribuables est utilisé pour diffuser de la pseudoscience. C'est l'argent des contribuables qui a été utilisé. Et je vous informe que notre demande officiellement au président et chef de direction de la Société des alcools du Québec, la DG d'Éducalcool, le président de la Régie des alcools, la ministre des Transports et de la Mobilité durable et le ministre des Finances, parce qu'il est responsable de la SAQ, de venir s'expliquer en commission parlementaire. On veut une vraie reddition de compte. Comment ça se fait que la SAQ n'a pas fait son travail de due diligence? Mais, M. Monradi, vous dites que c'est de la pseudoscience, Éducalcool? C'est ce qui a été démontré par l'enquête du Devoir. Ce que le Devoir disait, sauf erreur, c'est qu'il y avait des études désuètes. Oui. Pseudoscience pour vous? C'est les experts consultés qui ont dit que c'est de la pseudoscience. D'ailleurs, il y a un article qui a été déjà paru en Angleterre qui disait que l'organisme diffusait des données scientifiques très désuètes. Donc, quand on essaie de faire un parallèle que l'alcool, par exemple, aide dans certaines maladies, sachant qu'on a des experts de renommée internationale au Québec qui, eux, font de la promotion des saines habitudes de vie, mais aussi des chercheurs en santé publique, je pense que le choix est très clair. Cet organisme n'a pas
le droit de véhiculer ce genre de message. Il y a des experts en santé publique qui ont le droit de le faire parce que c'est des experts. Donc, Éducalcool, après 32 ans, ce qu'on voit, malheureusement, le verre est dans la pomme. Hier, Mme Guilbeault citait entre autres Éducalcool pour dire que son gouvernement n'allait pas aller de l'avant avec la limite à 0,05. Est-ce que, encore une fois, vous lui demandez de revoir sa position? Est-ce qu'elle est allée trop vite en affaires? Notre chef vient de me le mentionner. Je pense que la ministre des Transports doit citer la SAQ. Donc, elle laisse tomber la SAQ, mais il trouve un grand plaisir d'utiliser Éducalcool qui est aujourd'hui discrédité. Éducalcool est discrédité aujourd'hui. Et en plus de ça, c'est l'argent public qui est utilisé pour financer un organisme qui diffuse de la pseudoscience et qui est là pour protéger le public. Donc, l'enquête aujourd'hui, après 3 jours, révèle beaucoup de choses. La SAQ a bien fait son travail. La ministre n'écoute pas la SAQ. Le ministre de la Sécurité publique qui ne fait plus de contrôle routier. Et aujourd'hui, l'organisme que Madame la ministre du Transport, Geneviève Guilbeault, utilisait dans toutes ses sorties pour justifier son point de vue, il n'est pas crédible. Il n'est pas du tout crédible. M. Tanguay, hier, le Conseil des ministres a décidé de remercier la présidente du Conseil d'administration et la PDG du CIS de la Côte-Nord. Justifié, compte tenu des problèmes là-bas, ou on doit faire plus? Bien, c'est justement le danger avec Santé Québec, déresponsabiliser un gouvernement qui dit bien, il y a une tête qui a roulé, le problème est réglé, circuler, il n'y a plus rien à voir. Le ministre Christian Dubé avait dit que par rapport aux nombreux problèmes de la Côte-Nord, notamment par rapport aux équipes volantes, par rapport à avoir accès aux soins de première ligne, il allait y voir, il allait s'en occuper. Aujourd'hui, de congédier la PDG du CIS, c'est trop facile pour Christian Dubé de se déresponsabiliser. C'est ça le grand danger de Santé Québec. On en a un exemple patent. Il veut se garder le pouvoir de congédier, puis après ça, de retourner dans son bureau puis de dire il y en a d'autres qui vont s'occuper du problème. Il est ministre. Il a été nommé là par François Legault. Il doit répondre de ces éléments-là. Puis c'est à lui de répondre. C'est bien beau de dire « je n'ai congédié quelqu'un un matin », là, mais c'est pas comme une entreprise privée. Là. On ne peut pas gérer ça en disant « hey, tel département, ça ne marche pas. On le congédie, on va chercher un Top Gun, puis j'ai réglé le problème ». Il y a une responsabilité ministérielle. Ça n'a pas bien passé, là, entre autres, de plusieurs intervenants sur le Côte-Nord qui ont dit que c'était pas la bonne solution de la mettre à la porte. Bien, puis pour Christian Dubé, il ne peut pas se déclarer comme s'il avait réglé le problème. Il y a une responsabilité ministérielle d'offrir les services. Il est parfaitement au courant de tout ça. Ça fait combien d'années qu'il est là, lui, Christian Dubé? 5 ans? 5 ans? Bon, bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans. Alors, c'est à Christian Dubé de répondre de ces problèmes-là. Je vous le dis, là, quand on regarde ce qui se passe à la Coalition Avenir Québec, je pense qu'ils sont mûrs pour un changement de nom. Je veux dire, les gens, là, quittent la Coalition Avenir Québec parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils ne règlent pas les problèmes, puis ça, c'en est un autre. Éric Lefebvre, il avait plus d'avenir, puis il a décidé de claquer à la porte, puis de s'en aller au Parti conservateur à Ottawa. Pierre Fitzgibbon, François Legault, il a claqué à la porte. Puis là, Yuri Chassin, il a claqué à la porte. Ça devrait plus s'appeler la CAQ, ça devrait s'appeler la claque. Bien, en attendant qu'on lui donne la claque à la CAQ, là, pour les 2 ans qu'il lui reste à François Legault, là, qui voit les problèmes, qui arrête de faire diversion, puis qui les règle. Les niveaux de réservoirs d'Hydro-Québec, on apprend ce matin qu'ils sont aussi bas que l'année dernière, Oui. puis ça a creusé un trou d'1,3 milliard de dollars. Est-ce que ça vous inquiète? C'est inquiétant. Quelle est la marge de manœuvre d'Hydro-Québec? Je pense qu'elle est très, très mince. Et c'est autant de redevances qui ne seront pas dans les coffres de l'État. Quand on vous dit que le dossier de l'énergie, on s'époumonne, nous autres, les libéraux, à en parler matin, midi, soir, c'est excessivement préoccupant. Les mégawatts sont tellement précieux. On donne ça à rabais à l'étranger. On donne ça à des entreprises étrangères. Là, ce qu'on demande dans Nordvolt, puis Marois Risky l'a mentionné, elle a encore été à la charge hier, le 354 mégawatts, là, le séquençage de la ministre, ça va arriver quand, ça? Vous parliez du tramway de Québec, Ouais. M. Tanguay. On apprend aussi ce matin que pour un 3e lien, un pont, là, pour laisser passer les bateaux de croisière, il faudrait que ce soit 70 mètres d'eau, une structure immense. Là. Vous disiez les Québécois n'y croient plus. Vous, Non. est-ce que vous y croyez? Bien, 71 des Québécois n'y croient pas au 3e lien. Ça fait, je vous dis, ça fait plusieurs années, maintenant 7 ans, qu'on se fait rouler dans la farine. Que vaut la parole de François Legault? Pour moi, pas grand-chose. Puis le 3e lien, bien, c'est encore un fantôme qui revient. C'est un revenant.
c'est un revenant. Mais là, les Québécoises et Québécois, ils en reviennent bien. Puis je pense que dans 2 ans, ils vont l'avoir, la claque. Mais si ça se fait, est-ce qu'il faut protéger l'industrie des croisières? Ben oui, c'est évident. Écoutez, le fleuve fait partie de notre ADN comme nation québécoise. Le fleuve, on en est fiers. L'industrie touristique doit pouvoir en profiter, les Québécoises et Québécois aussi au premier titre. Alors, écoutez, si l'industrie des croisières était menacée par le 3e lien, je pense qu'au niveau de la menace, je pense qu'il est bien, bien bas parce que ça ne se fera pas. Puis les Québécoises et Québécois le voient bien que ça ne se fera pas à 71 Lui, est-ce qu'il va se faire? Vous faites partie du 71 Bien, moi, je fais partie de ceux qui ne croient pas François Legault. On est une bonne gang. Vous êtes l'opposition, vous êtes le gouvernement d'attente. Là. Donc, vous venez nous dire ce matin, le 3e lien, oubliez ça. Là. Oui. 3e lien, là, non. Exact. C'est clair. Notre position est claire. Par contre, il y a un enjeu de mobilité dans la région de Québec. Entre autres, je vous donne ce seul exemple-là. Dans Le Bourgneuf, ils ont dit qu'ils allaient aller de l'avant avec des études préliminaires pour un viaduc, un pont à étagement pour endiguer le problème de circulation. Il y a un enjeu de mobilité dans la région de Québec. Tous des projets qui pourraient mettre de l'avant pour aider. Et le tramway participe de ça. Le tramway, CDPQ Infra a déposé un rapport étoffé. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Ça fait 4 mois qu'ils ont déposé le rapport. Puis là, ça n'avance pas. Puis vas-y, mon ami, vas-y. C'est des PQFA, c'est ce qu'ils ont dit hier. Non, mais je réitère ce que notre chef vient de dire. Le problème avec la CAQ, ça fait 6 ans. Ils ont livré 0 projet en matière de transport collectif. Ça, c'est le bilan triste. Mais le tramway, on le fait ou on le fait pas? Absolument. Mais c'est quoi la réponse de Mme Lemay? C'est pourquoi nous avons des inquiétudes aujourd'hui. Le chef vient de le dire. La Caisse a déposé son rapport au mois de juin. 3 ou 4 mois plus tard, on a une lettre d'intention. Il n'y a pas de signature de contrat encore, là. Donc, elle, la ministre Geneviève Guilbeault, ce qu'il dit sur la place publique, ça ne prend une agence pour faire tout cela. Et c'est là le problème. Est-ce qu'il est en train de gagner du temps? Les gens de la capitale nationale veulent voir le tramway. Mais tant qu'il n'y a pas une première pelletée de terre, on va rester sceptique par rapport à l'avenir de ce projet. Québec solidaire, c'est le 3e lien, considérant que vous avez des candidats à la chefferie. Il y a des candidats à la chefferie qui n'ont pas fermé la porte au 3e lien. En disant aujourd'hui, vous ne verrez jamais ça, vous mettez pas un peu la charrue avant les bœufs? C'est la position du Parti libéral du Québec que je vous exprime. Maintenant, c'est aux membres de juger. Moi, encore une fois, je ne veux pas courir en arrière des candidats à la chefferie. Les membres... pourraient après ça devoir rétro-pédaler sur la position les membres jugeront. Mais à ce stade-ci, quand on regarde la science, quand on regarde les besoins en mobilité, quand on regarde le réalisme de la chose, je ne vois pas comment ça pourrait se faire. Et même François Legault, puis même Éric Kerr, qui a dit « je verserai la dernière goutte de mon sang », sont même pas capables de faire avancer ce projet-là. Même ceux qui y croient le plus, en tout cas, je pense qu'ils y croient, j'ose espérer que ce n'est pas juste de rouler les gens dans la farine, ne le réalisent pas. Alors, honnêtement, là, c'est un fantôme, le 3e lien. C'est un revenant. Il arrive, il part, arrive, il part. 3e lien, là, on va faire... Il est bon pour combien de temps encore? Bien, c'est des questions que je pose. Moi, je posais des questions il y a 1 an. Est-ce que vous reconnaissez que ça va prendre un autre pont à Québec, comme ça l'a été pour Montréal, pour Champlain? Là, vous venez de me partir là-dessus. Écoutez, comme porte-parole de la capitale... Est-ce qu'éventuellement, ça va prendre un autre pont à Québec pour remplacer celui existant qui a été construit en 1968? Il va falloir s'assurer que les 2 liens qui existent, de leur pérennité. J'ai posé des questions il y a 1 an à Jonathan Julien, puis il y avait des doutes par rapport à la durée de vie des ponts, notamment le pont de Québec, pont Pierre-Laporte. Puis les gens, puis il lui disait non, il n'y a pas de problème. J'ai dit, il n'y a pas de problème, combien de temps? Puis il m'avait dit 10, 15, 20 ans, il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi après 20 ans? Un pont, là, ça ne se fait pas en 2-3 ans, c'est sur plusieurs années. Alors, on veut avoir la vérité. C'est important. Il y a un enjeu, oui, puis ça, j'en parle depuis longtemps. Qu'en est-il de la sécurité, de l'économie? Les 2 liens qui sont là, il faut les consolider. Puis en ce sens-là, il faut avoir un gouvernement qui se base sur la science. Parler de M. Fortin a posé une question là-dessus hier, mais le projet de loi sur les mines. Oui. Bon, je comprends que votre parti s'y oppose, là. Il va arriver quoi s'il est adopté tel quel? C'est quoi vos craintes? Ça va tuer l'économie des régions? Projet de loi sur les mines, la ministre a réussi le tour de force de se mettre à dos tout le monde. Tout le monde. En ce sens-là, l'un des principaux écueils que l'on voit dans ce projet de loi-là, c'est la façon de déterminer ce qui peut faire l'objet, le territoire qui peut faire l'objet d'exploration minière et le territoire qui ne fait pas l'objet d'exploration minière.
j'aimerais vous référer aux maires de Malartic. Eux autres, ils vivent de l'industrie des mines. Eux savent de façon intelligente, avec l'acceptabilité sociale, faire du développement minier dans leur région, puis ils en ont besoin. Puis on pourra se parler des redevances qui doivent revenir à la région. Bien, le maire de Malartic dit que le projet de loi il est mal ficelé, inquiétude pour le développement de l'industrie, puis pour l'économie de la région. Alors, Dieu le Père à Québec qui dit, ben non, ça va être ça, puis on va décider ça comme ça, ils ne font pas partenaire. Puis je lance l'appel. Abitibi-Témiscamingue sont dus pour avoir une confirmation de l'ASIM, la zone d'innovation minière. L'ASIM, chose promise, chose due, quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que vous avez un problème avec l'idée de soustraire l'exploration minière, par exemple, des terres privées? Sur le principe, on n'a pas d'enjeu, mais comment ça va se faire, c'est là, et le travail en commission parlementaire a débuté. Moi, j'avais un petit sourire en coin quand j'entendais la ministre hier se plaindre. Bien là, le projet de loi, j'ai hâte de le voir sortir. On ne fera pas n'importe quoi. Puis ça faisait juste une journée qu'il avait siégé. Fait qu'elle prenne son mal en patience. Là. Contre une commission parlementaire sur le recrutement des jeunes par des gangs criminalisés. C'est ce que demande le Parti québécois. Écoutez, on est toujours prêt à travailler là-dessus. Je pense qu'il faut se poser des questions. On verra, le cas échéant, quelle forme ça pourrait prendre. Mais nous, on est là pour travailler. Puis moi, dans mon comté, dans Rivière-des-Prairies, je peux vous dire que c'est une réalité, là. Je veux dire, les gangs de rue, c'est cyclique, hein? Il y a de la violence, mais de façon permanente, les gangs de rue sont actifs. Je le vis dans mon comté. Alors, il faut s'en préoccuper, il faut se poser les bonnes questions, oui. Mr. Deraji, excuse me. Mr. Deraji, can you explain why exactly do you feel that Éduc'École should be defunded at this point? What are you calling for? Yeah, first, the mission of this organization. So now, after 3 days, we have an important enquête coming from Journal Le Devoir, and it's clearly that they have like a link between SAQ, all the members inside this organization. And I'm asking if it's the role of Éduc'École to promote this. We have some good association like Public Health Association. We have the INSPQ. They are working with the real scientists. So it's not the mission of Éduc'École. And after 32 years, so it's time now first that to cut the funding until to clarify all the situation. And that's why we are asking this mandate today, because we want all these people involved with Éduc'École to come here and to explain why they are working with Éduc'École. What was so disturbing to you in the investigation that came out this morning? So many things. First, the data that this organization they are using, it's false. It's not the truth about the science, about the alcohol. And second thing, the link that we see so many organizations on the board of Éduc'École. So what's the mission of Éduc'École? Promote the interest of this organization, like they are funding them, or promote the sans habitude de vie. So what's the mission, the real mission? And it's about the public funding. We are paying this. And Mr. Tanguay, we're expecting Minister Rabach to table a bill today. I know you can't comment on the contents of the bill itself, but you've been very outspoken against the tuition hikes this past year. So is there anything you're concerned about with this bill, anything that you're really hoping is not included in the bill? We're always, we Liberals, we will be always fighting against building walls around Quebec. And I think that François Roberge and the CAQ, like we used to see from the PQ, are building walls around Quebec, the province of Quebec. That being said, we will be very, very active reading and analyzing this bill. Anything that will impair the capacity of Quebec to recruit at the international level people who are very highly talented, and each and every country wants to have them studying in their universities. I think that it's important for us to continue to have a good reputation internationally and to be able to welcome. And if they need to learn French, if they're staying here, it's a win, it's a victory for Quebec. We need them. So we will be very, very active to protect our capacity to recruit at the international level. Will this hurt Quebec on an international level? Like, will a potential
bill that doesn't allow students to come, international students to come and study in Quebec, will it hurt Quebec's reputation? It's the risk. It's the risk. And based on their record, the CAQ has the capacity to impair our capacity to recruit at the international level. So that's the risk. And I don't have any confidence in François Roberge to understand the importance of international students, and we will make sure, as the Liberal official opposition, to fight for this capacity to recruit the best people for Quebec. Pourquoi vous n'avez pas confiance en Jean-François Roberge là-dessus? Jean-François Roberge, la preuve est dans le pudding. Jean-François Roberge, juste l'approche qu'ils ont eue, entre autres, pour couper l'arrivée d'étudiants internationaux dans une université comme Concordia. Vous savez, Concordia font aujourd'hui les frais de cette mauvaise approche-là de la CAQ. Il y a des étudiants qui ne sont pas à Concordia présentement parce qu'à l'époque, il y avait un trouble par rapport, il y avait de mauvaises informations par rapport aux frais. Et c'est des pertes en millions de dollars là, pour Concordia. Alors ça, quand une institution qui a été défendue par toute la région, la grande région de l'Estrie, quand la CAQ, pour des raisons idéologiques, de dire ben, on est menacé, nous autres, au Québec, puis on doit couper la menace des étudiants étrangers, c'est faire fausse route. Quand vous avez ça comme ministre responsable de ces dossiers importants-là, on ne peut pas avoir confiance, nous, les libéraux. Lui, il visait à Concordia, mais quand il dit qu'il veut protéger les cégeps de région, ça, vous ne le croyez pas? On va voir ce qui va être dans le... On va voir les cégeps de région, c'est excessivement important, puis aussi, ils recrutent à l'international, les cégeps de région. Alors, on va voir ce qui est dans l'intérieur de ce projet de loi-là, mais c'est important, effectivement, de protéger nos institutions. Alors, on va lire le projet de loi, puis on va l'analyser. Tu voulais ajouter sur le fait? Non, c'est bon. C'est parfait. Bien comprendre votre propos sur Éducalcool, est-ce que vous suggérez, puis le ton de votre intervention laisse croire que Éducalcool faisait un peu la propagande de l'industrie de l'alcool? Est-ce que vous allez jusque-là ce matin? À la lumière des articles et à la lumière de l'information analysée par des scientifiques et à la lumière que la sauce scientifique qui siégeait a démissionné, il y a des sérieuses questions à se poser sur la mission de cet organisme. Au fait, pseudo-science, là. Ben, les articles qui sont encore sur... Il y a encore des articles sur leur site. Qui font-ils cette pseudo-science? L'analyse faite par l'équipe du Devoir, elle est très claire. Sur le conseil d'administration, il y a des représentants de l'industrie de l'alcool. Cet organisme, son mode de financement, il est lié à la consommation d'alcool. Ils reçoivent 1 à 3 dollars par bouteille. Donc, on parle d'un 3 millions de dollars à peu près. Donc, quand on voit les actions de cet organisme, quand on voit leur action par rapport au point 0,5, quand on voit ce qui a été véhiculé aujourd'hui, on a des sérieuses questions à se poser sur leur mission. De l'industrie de l'alcool, c'est ça qu'on veut savoir. C'est une hypothèse qui a été soulevée aussi par le Devoir. Demandez son définancement. Si vous demandez le définancement de l'organisme, c'est parce que c'est ça que vous pensez, non? Absolument, absolument. C'est que l'organisme... Non. Éducalcool a 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est que la science utilisée par Éducalcool, il est désuète et obsolète. Premièrement, ce n'est pas un organisme scientifique. Clarifions les choses. Éducalcool, ce n'est pas l'INSPQ. Éducalcool, ce n'est pas l'Association pour la santé publique. Au Québec, on s'est donné des organismes qui font de la vraie science. Éducalcool utilise certaines données désuètes et obsolètes. Et ça a été même mentionné par un article de renommée internationale en Angleterre. Donc ça, c'est déjà réglé. Quand j'ai la seule scientifique qui disait publiquement, elle s'est fait utiliser, c'est très grave. C'est des accusations très graves. Donc nous, on ne peut pas dire demain, là, dissolution de cet organisme. On est responsable. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui est demander au gouvernement, Legault, et au ministre des Finances, est-ce qu'ils sont d'accord que leur gouvernement utilise l'argent public pour financer un organisme qui fait de la pseudoscience. Donc c'est pour cela qu'on a demandé, on veut une reddition de comptes, la SAQ doit venir s'expliquer. Ce n'est pas éthique ce qu'ils font. Donc, je veux savoir, les gens de la SAQ, pourquoi ils continuent à financer cet organisme? 1. 2, il faut arrêter le financement dès maintenant, jusqu'à ce que la lumière soit faite. On ne peut pas commencer à Québec de promouvoir de la pseudoscience. Merci beaucoup.